et bienvenue dans notre émission Terre d'entrepreneurs sur Dig Radio. Aujourd'hui, on ne reçoit pas un entrepreneur directement, on reçoit surtout une société qui se crée, qui me parle beaucoup, dont on m'a parlé. C'est une personne que j'aime bien, qui m'a dit « Il faut que tu rencontres ces personnes-là parce qu'il y a vraiment une belle histoire ». Alors pour raconter une histoire d'entreprise, il faut quand même parler un peu des hommes et des femmes, puisque je reçois deux personnes. Magali, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, donc Magali Laurent, je suis de formation en travail social, donc j'ai exercé dans l'accompagnement social de personnes en difficulté. Et puis, je suis très ligérienne en fait, donc j'ai navigué sur la région Pays de la Loire et depuis 12 ans, je suis responsable de formation sociale au CHU de Nantes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Stéphane. Voilà. Stéphane, est-ce que toi tu peux te présenter ? Alors le parcours, il est un peu long, si j'ai bien compris. Il est un peu plus long, voilà. Parce qu'il a commencé en 1964 à Attendorn, une petite ville en Westphalie, en Allemagne. Oui, parce qu'on entend que tu n'as pas l'accent vendéen. Du Nord, ouais. Vraiment le Vendéen du Nord, et du grand Nord. Et puis, donc Stéphane Schulte, c'est vrai, c'est un nom de l'Allemagne. Et puis, j'ai grandi dans une région qui est très proche de la Vendée quand même. C'est une région qui a beaucoup de grandes entreprises de la taille, on va dire, petite et moyenne, donc des ETI, on va dire, ici en Vendée. Et puis, j'ai fait mon apprentissage électricien là-bas à 16 ans, j'ai quitté l'école. Ça ne m'a pas empêché de faire une carrière dans l'automobile en tant qu'ingénieur et jusqu'à diriger une très belle entreprise à Dresde de Volkswagen pour fabriquer des voitures de luxe, la Phaeton à l'époque. On avait créé 800 emplois en très peu de temps pour une usine qui était unique au monde, qui est toujours unique au monde, et puis qui fabrique maintenant les voitures électriques de Volkswagen. Et puis, je crois que c'était autour de l'âge de la quarantaine, la fameuse. Ah, et on fait tous une petite crise de la quarantaine. Enfin, moi, ça m'est arrivé en tout cas. Et ma femme, elle va vous dire ça, Cécile, elle est née à Vannes, donc une Bretonne. Donc, elle était avec moi pendant déjà 12 ans en Allemagne. Elle voulait bien y rester, et moi, je dis non. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose qui a encore plus de sens pour moi, et entreprendre, me mettre à mon compte à moi, et pourquoi pas en France. Voilà. Et donc là, ta première expérience française ? Ma première expérience française en tant qu'entrepreneur, on va dire accompagnant, il y a 10 ans, je me suis créé ma petite structure et puis j'ai rencontré un associé. Donc on a accompagné des chefs d'entreprise, des managers, des équipes avec des conseils, des formations, du coaching. Et puis... et entre autres, tu as rencontré une entreprise vendéenne. J'ai rencontré une entreprise vendéenne, un ami que je connaissais depuis de longue date, qui a bien voulu travailler avec moi sur ces sujets-là, de réinventer l'organisation, d'accompagner les équipes à les faire grandir. Et puis ça fait 10 ans, et ça c'est l'entreprise Handyfarm. Alors, Handyfarm, ils font quoi exactement ? Handyfarm, c'est une entreprise familiale vendéenne qui existe depuis 20 ans cette année, donc un bel anniversaire qui s'annonce, pour fournir du matériel médical à domicile, via les pharmacies uniquement. Et ça fait 20 ans que cette entreprise n'arrête pas de se développer, donc c'est le grand ouest de la Normandie jusqu'à Montpellier maintenant qui est couvert. Et donc, le projet Octavie, comment il naît ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'un ou l'autre, ce que c'est que le projet Octavie ? Magali, tu veux commencer avec ce que c'est le projet Octavie ? Alors, le projet Octavie, c'est accompagner au domicile, via un service d'aide et d'accompagnement à domicile, des personnes fragiles, vulnérables. Donc c'est un accompagnement social dans les actes essentiels, les activités ordinaires et la vie sociale et relationnelle. Cet accompagnement qui est proposé par des professionnels expérimentés et qui vont être dans le prendre soin de la personne en s'inscrivant dans un réseau
extrêmement locale, c'est-à-dire qu'on va avoir des accompagnants professionnels qui vont tisser leur toile sur leur petit territoire de proximité avec des partenaires qui vont être, on disait tout à l'heure, pharmaciens, le médecin, les travailleurs sociaux de terrain, les hôpitaux, etc. pour mieux accompagner au domicile les personnes dépendantes en général, plutôt âgées sur la Vendée, mais également un public de personnes en situation de handicap éventuellement. Alors, Stéphane, est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines, entre autres à l'idée, alors qui est hollandaise, ça, ou le sens de départ? Alors, tout à fait. On s'est inspiré de ce modèle qui commence à être connu maintenant un peu partout dans le monde, buurtzorg. Donc, buurtzorg, c'est un mot composé néerlandais qui veut dire zorgen, c'est le soin, et buurt, c'est le voisinage, donc c'est le quartier. Donc, c'est une très belle histoire qui a commencé en 2006. Où Joost de Blok, il a vécu une situation qui était aussi compliquée que dans d'autres pays, comme en France, où les services infirmiers, pour le coup, ils étaient à domicile, ils étaient industrialisés. On a essayé de pousser une organisation plutôt, on va dire, industrielle à chercher une productivité qui a produit ni des résultats pour les patients, ni des résultats attendus pour le service public de la santé. Donc ce qui a poussé, inspiré Joost de Blok à revenir un peu en arrière, à recréer des équipes sur le terrain, des équipes autonomes. Là, il y a une première spécificité. Donc ces équipes-là sont responsables, co-responsables, auto-organisent, auto-gèrent. Ils étaient donc 4 en 2006, ils sont 15 000 en 2019 ou 2020 maintenant. Toujours sans responsable, sans chef, sans hiérarchie, donc sans bureaucratie. Donc bureaucratie, un mot qu'ils ont voulu bannir dès le départ. Et puis il y a un petit back-office des 49 à Almelo, à côté de la frontière allemande, pour supporter, pour rendre service à ces équipes sur le territoire. Donc ça nous a fortement inspiré, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui émerge actuellement, pas uniquement aux Pays-Bas, pas uniquement dans ce, on va dire, métier de soins ou de services à domicile, bien évidemment. Donc ça, c'est une nouvelle forme de s'organiser et de redonner le pouvoir, la responsabilité et aussi la liberté aux collaborateurs qui savent mieux ce qu'ils font. Merci. Dans la deuxième partie, on va rentrer vraiment dans le concret de ce que vous faites et de ce qui vous différencie d'autres modes de soins. Je voudrais que Magali, toi qui es baignée dedans, tu nous fasses un portrait, malheureusement plutôt négatif, de l'état de la santé actuellement, c'est-à-dire que l'hôpital et tout ça, ou des limites. L'idée, c'est pas forcément taper sur l'hôpital, mais si a priori il y a un vrai projet, s'il y a un sens aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a des manques. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi qui es une pro, tu bosses au CHU, rapidement, ce que tu constates de manque, soit des patients, soit des médecins, soit des aides-soignantes, soit des infirmières. Enfin, on voit bien qu'il y a un mal-être. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ça, s'il te plaît? Alors, ça te fait rire? Oui, ça me fait sourire parce que à la fois, j'ai pas envie de décrire quelque chose qui fonctionne pas, mais simplement la réalité de l'hôpital, mais aussi de la situation aujourd'hui des accompagnements qu'on propose soit à domicile, soit à l'hôpital, qui sont pas satisfaisants. Ou en EHPAD, on en entend parler, voilà. La situation aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante, c'est sûr. Il y a des besoins criants, on le sait, d'aides-soignants dans les hôpitaux, etc. Mais c'est pas catastrophique. La catastrophe, elle arrive dans quelques années. Et on sait très bien que les baby-boomers vont atteindre la dépendance. On sait que là, j'entendais une émission hier de Michel Delaunay qui disait on arrive sur les 30 pleureuses. Les 30 pleureuses, c'est 2050. Jusqu'en 2050, on va pleurer parce qu'on va avoir des gens dépendants, vieillissants, à domicile, parce que clairement, l'hôpital, aujourd'hui, les structures, on est en train de fermer des lits.
l'actualité, CHU de Nantes, on va fermer 25% des lits à l'horizon 2025. Mais on ne va pas réduire le nombre d'interventions, d'actes. Donc ces gens-là, ils vont se retrouver à domicile. Une prothèse de hanche aujourd'hui, le CHU de Poitiers l'a fait en ambulatoire. Donc la personne, elle rentre le matin, elle sort le soir avec sa prothèse complète de hanche. Ça veut dire que ces gens-là, à domicile, il faut qu'on les accompagne. Et il faut avoir des gens compétents. À ce jour, à domicile, on a à peu près 20% seulement des professionnels qui sont réellement formés. Donc 80% qui se retrouvent en difficulté, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ne sont pas bienveillants, etc. Mais ils sont en réelle difficulté, démunis. C'est une question que j'ai posée tout à l'heure, où en effet, moi je suis un fan du savoir-être, et dans plein de métiers, le savoir-être est suffisant. Et en effet, quand je vous ai posé la question qui n'était pas anodine, c'est ça, c'est que je pense que malheureusement, il faut des gens formés, il faut des gens prêts à ça, enfin malheureusement ou heureusement, et c'est ce qui va faire la différence, si j'ai bien compris, dans votre business model, entre guillemets, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, soit on a des professionnels, vus de l'extérieur, à l'hôpital, qui sont formés mais qui n'ont pas le temps, soit on a des gens passionnés, mais qui sont peut-être pas forcément formés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je suis intimement convaincue qu'on ne peut vendre que ce qu'on a. Donc, si on n'a pas un tant soit peu un peu d'accompagnement, être accompagné soi-même, on ne pourra pas aller accompagner les autres. Donc, notre business model, il tient compte de ça. C'est-à-dire que les équipes d'accompagnants sont eux-mêmes accompagnés en autogestion. Entre eux, parce que ça va passer par la réflexivité, le questionnement, vous savez tous, on sait tous comment ça se passe dans une salle de pause, une salle de soins, où les gens ont des briefs, on échange, etc. Et là, on ne peut pas faire l'impasse. Aujourd'hui, dans la réalité de l'accompagnement à domicile, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ces temps d'échange et de construction en équipe. Donc, ce qu'on propose, nous, et c'est dans le temps de travail de nos professionnels, d'avoir réellement ce temps d'échange et de construction et de réflexivité sur l'accompagnement pour être au plus juste des besoins et des attentes de la personne. Maristella, une de nos accompagnantes, dit on fait avec. Accompagner, c'est cum, enfin c'est la racine latine, c'est être avec l'autre. Et on n'est pas pour, on n'est pas les sachants. On avance avec, en même temps. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça veut pas dire, ça veut dire aussi que ça va passer par de la formation technique. On parlait d'Handifarm tout à l'heure, mais l'usage du matériel à domicile, c'est aussi hyper important dans l'hospitalisation à domicile et la prise en soin de l'accompagnement à domicile. Donc ça fait partie d'un tout. Et nos professionnels, nos accompagnants, on souhaite qu'ils soient dans cette démarche-là. Merci Magali. On va faire une pause musicale. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va écouter et pourquoi ? Alors, on va écouter un de mes grands héros des années 60. Oui. 69, il était à Woodstock avec ses amis Crosby, Stills, Nash, donc Neil Young, avec son tube que j'adore depuis 69, donc Harvest, Heart of Gold.
searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Nous sommes de retour dans notre émission Terre Entrepreneur où on va parler donc de Octavie. Et je voudrais qu'on matérialise concrètement ce que vous allez faire et ce que vous allez faire différemment. Alors on a tapé un peu sur l'hôpital gentiment, mais ça me semblait important de voir ce qu'il y avait. Il existe aussi des formes d'associations qui sont très bien. Il y a des gens qui portent leurs repas, enfin le service à domicile, voilà, il y a du portage de repas, il y a des gens comme la DMR par exemple, qui voilà, souvent c'est, alors, j'espère pas dire de gros mots, mais des personnes âgées qui donnent de leur temps, hein, bénévoles. Qu'est-ce qui vous différencie? Je voudrais savoir un peu ce qui vous différencie de ces structures-là et pourquoi quelque part demain vos clients, je vais peut-être commencer par là, est-ce que c'est des clients ou des patients que vous avez? Alors on a choisi en effet de parler de clients et pas de patients parce qu'on n'est pas dans le soin proprement dit, on n'est pas dans les sanitaires. Donc on apporte d'abord on peut dire la chaleur humaine en effet, et ce qui fait peut-être apporter beaucoup plus dans le sens du soin qu'on pense. Donc voilà, on n'a pas trouvé un meilleur mot pour l'instant que parler de clients. Mais on est preneur. En effet, si jamais les auditeurs, les auditeurs ont des suggestions, on est tout à fait à l'écoute. Alors Magali, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que vous allez apporter demain à vos clients? Et pourquoi ils vont acheter une prestation, puisqu'en fait c'est bien ça qu'ils achètent? Donc, quand on fait appel à Octavie, qu'est-ce qu'on trouve de différent peut-être par rapport à ce qui se fait de manière un peu conventionnelle? On le disait tout à l'heure, c'était déjà des professionnels qui sont formés et expérimentés. Donc, je disais, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. D'autre part, on a une dimension d'équipe qui se connaît et qui se côtoie, qui va régulièrement pouvoir échanger sur les situations et approfondir les situations pour être au plus juste des besoins et des attentes. C'est aussi une équipe qui va créer son réseau, être dans cette dimension de réseau et donc être au cœur de la réalité de la personne et venir questionner ça. Après, ce qu'on va apporter, c'est, comme les autres, c'est de l'accompagnement social. Dans les actes essentiels, alors quand on dit acte essentiel, ça va être tout ce qui est rapport au corps, ça va être l'accompagnement dans les activités ordinaires, donc tout ce qui concerne l'environnement immédiat de la personne, et tout ce qui concerne l'environnement social. On va avoir en plus cette dimension de responsabilité et d'approche globale de l'accompagnement. C'est-à-dire que par rapport à un autre service où il va y avoir un responsable qui va venir donner une dimension un petit peu prescriptive, une prescription à l'aide à domicile. Là, c'est l'aide à domicile qui va être à la fois, ou l'accompagnant à domicile qui va être prescripteur, c'est-à-dire qui va évaluer et ajuster en temps réel la dimension d'accompagnement avec la personne. Et puisqu'on n'a plus cette dimension cet étage-là de cadre intermédiaire. Ok. Alors concrètement, je vais peut-être poser des questions bêtes, mais je préfère poser des questions bêtes. Votre métier, c'est quoi? C'est un métier d'aide-soignante, c'est-à-dire que vous aidez aux soins, par exemple, à la personne à se nettoyer. Est-ce que c'est un métier, vous faites les courses pour vos clients? Quel service vous offrez? Alors, tout ce qui concerne le corps, c'est de l'aide à la toilette. On est toujours dans l'aide A. L'aide à la toilette, l'aide à la prise de repas, l'habillage, l'aide à l'habillage, au déshabillage, le coucher, l'accompagnement dans les transferts, à la mobilité. Donc, préserver au maximum l'autonomie de la personne. Quand je disais tout à l'heure, faire avec, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, l'autre objectif, c'est que la personne, elle reste le plus longtemps possible chez elle tout de même. On va quand même pas couper la branche sur laquelle on est. Donc, c'est vraiment d'accompagner ça. Mais si l'octavienne observe à l'accompagnant que il y a aussi besoin de passer le balai, plutôt que de faire venir une autre aide à domicile qui va venir passer le balai, non, on va aussi passer le balai, on va faire de l'aide à l'entretien du logement sans problème, on va faire les courses
avec la personne, autant que faire se peut, plutôt que d'aller effectivement chercher le courrier. C'est beaucoup plus rapide d'aller chercher le courrier seul. Mais si on y va avec la personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va mobiliser la personne, on va la maintenir, on va maintenir ses capacités motrices. Et donc, la personne va être plus facilement, va rester autonome plus longtemps, tout simplement à domicile. Alors, je continue à me faire l'avocat du diable exprès. Je vois que vous voulez aider, je sais qu'il y a un vrai sens derrière ça, sauf qu'il y a un business model, il y a de l'économie, vous êtes une société, vous avez des clients. Aujourd'hui, ce qui manque souvent, c'est le temps. Or là, le temps, c'est de l'argent, on est bien d'accord. Donc, comment vous allez facturer, comment vous allez estimer le temps? Et justement, c'est un peu dur. Est-ce que je consacre une demi-heure à la personne parce que sur le contrat, c'est marqué une demi-heure? Est-ce que c'est 1 heure? Enfin, comment on va faire ça et comment se fait cet accompagnement-là? Parce que c'est difficile de jongler entre le business model ou la rentabilité économique qui est nécessaire à toute société et puis ce soin. Tout à fait. Alors peut-être pour commencer, Vincent, on s'est inscrit tout de suite en créant Octavie dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, on a un but social qui nous anime, qui anime la société, les statuts sont écrits ainsi. Donc, c'est pas un but commercial avant tout. T'as raison, bien évidemment, il faut un business model, il faut faire vivre aussi une structure comme la nôtre dans l'économie sociale et solidaire. Donc on va vouloir et devoir veiller sur les deux jambes, si je peux dire. Donc à la fois être au plus près des besoins des personnes, et s'il faut rajouter un temps, un quart d'heure, une demi-heure, parce que la situation le demande, l'équipe autonome qu'on a mis en place est capable de gérer ça entre elles. Donc il n'y aura pas un centralisateur, un coordinateur qui va devoir ajuster un timing, ce qui est impossible. En fait, ça c'est malheureusement prouvé. C'est cette réactivité entre membres de l'équipe qui peut vraiment être contributeur à être au plus près des besoins de la personne en ce moment-là. Et après, en effet, avec une confiance qui s'installe, d'ajuster et puis d'accompagner, et comme disait Magali tout à l'heure, aussi revisiter les besoins. Si jamais on voit que c'est quelque chose qui persiste, donc il va falloir ajuster le contrat qui a été mis en place et faire évoluer pour demander peut-être plus de temps, donc plus d'aide aussi financière. Et comment vous allez vous faire connaître de vos clients finaux? Parce que si j'ai bien compris, les clients finaux, c'est les personnes qui ont besoin d'aide. Est-ce que vous allez aller vers des prescripteurs, des médecins, des pharmaciens? Est-ce que, comment les gens vont vous découvrir? Puisque, alors, déjà, moi, c'est aussi pour ça que je voulais vous mettre en avant, parce que j'ai envie que les gens vous découvrent. Mais tout le monde n'écoute pas Dig Radio, il n'y a que 18 000 auditeurs. Voilà, comment les autres vont vous découvrir? Comment vous allez vous faire connaître? Alors là, vous démarrez sur Chaland, surtout. Saint-Gilles, Croix-de-Vie, Saint-Hilaire d'Aris, Le Fenouiller, Chaland. Donc on a, volontairement, on a choisi ces secteurs-là. Et en effet, Vincent, on est ce week-end, on a passé vendredi et samedi avec un stand dans la galerie de Leclerc, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Là, Magali, tu peux nous raconter d'où tu viens de cet après-midi? À l'instant, en début d'après-midi, j'étais rencontré le service social du département de Vendée, Nord-Vendée, en fait, du secteur de Chaland, pour aider entre autres les personnes qui s'occupent de la Maya, etc. Donc, prescripteurs. On a aussi des contacts avec l'HAD, donc hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est un réseau qui est vraiment primordial dans l'accompagnement. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure d'Handifarm, les pharmaciens. Les pharmaciens vont être, ce sont vraiment des professionnels qui ont pignon sur eux, qui sont des relais directs auprès des personnes, particulièrement des personnes âgées. Les médecins, évidemment, c'est une histoire de toile d'araignée, quoi. C'est de la dentelle que les équipes vont créer. Je suis intimement convaincue que
d'un territoire à l'autre, les partenaires seront différents parce que ça va se créer en fonction des équipes et des réalités des territoires. Donc ça va être les associations locales, c'est les structures qui se mettent en place. On n'est pas là pour s'opposer à ce qui se fait déjà et on est là pour travailler ensemble. L'EHPAD du secteur est aussi un relais parce que nos personnes que nous allons accompagner, ils peuvent aussi être intéressés pour participer à une animation qui se fait dans l'EHPAD d'à côté. Et on a tout intérêt à bosser ensemble. On n'est pas dans l'opposition. Donc ça va être quand on parle de maillage, maillage de territoire, ça va permettre la prescription, en tout cas, que les personnes puissent venir vers Octavie. Évidemment, le bouche-à-oreille, en Vendée, moi, pour avoir travaillé sur Noirmoutier, je connais un peu le secteur, ça passe par le bouche-à-oreille. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, le bouche-à-oreille ne marche pas trop mal, parce que vous êtes là, parce que vous êtes déjà lauréat du réseau Entreprendre, ayant à peine créé la société, donc c'est bien, et ça va continuer. Alors moi, j'ai une autre question, parce que je connais bien le réseau Entreprendre. S'ils ont décidé de vous accompagner aussi, c'est que vous allez créer de l'emploi, a priori. Alors, les personnes qui vont... Tout à fait. Voilà, les personnes, les nouveaux emplois que vous avez créés, c'est qui, c'est quoi, et comment on fait pour devenir... Octavienne, c'est les clients finaux, donc là, comment on les appelle, ceux-là? Je sais pas, mais accompagnant chez Octavie. Ça, c'est la belle histoire, parce que comment j'ai connu Magali, parce que je me suis rapproché de l'IFMA à Nantes, parce que j'habite à côté de Nantes, en amont du projet, pour connaître nos futurs collaborateurs. Et puis, j'ai rencontré toute une promo grâce à Magali et ses collègues. J'ai pu les rencontrer. Donc, des très très belles personnes qui, a priori, d'après ce que j'ai été briefé, n'ont pas vraiment trop envie d'aller à domicile. Donc à nous faire tout un travail aussi de communication, de la mise en valeur de ce métier et aussi de notre organisation, comment on imagine être différent, apporter quelque chose, prendre soin, c'est ce qu'on mis sur nos plaquettes, Octavie, prendre soin de tous. Ça veut dire prendre soin évidemment de nos clients et aussi de nous-mêmes, de nos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment notre volonté et le profil, si tu veux parler comme ça, les personnes qu'on va vouloir rencontrer sont en effet des professionnels qui ont cette vocation de vouloir accompagner et aussi avoir cette volonté et cette capacité d'être autonome et co-responsable en équipe. Et ça, on est proche de l'entrepreneuriat, en effet. Il faut une petite fibre quand même de vouloir prendre cette responsabilité avec mes collègues. Et il n'y a pas de chef, il n'y a pas... Magali, elle est là pour les accompagner, les coacher, les former, moi aussi. Par contre, sur le terrain, l'équipe, elle est autonome. Et ça, c'est la clé. Et à la fois, la clé est aussi le profil qu'on a fait, la perle rare qu'on cherche. Alors Magali, je vais te donner la parole et ça sera la conclusion, si tu veux bien. Justement, qu'est-ce qui t'a plu dans l'énergumène qui était à ma droite, là, Stéphane? En quoi son discours t'a parlé, toi, professionnel de santé? Alors, je ne suis pas professionnelle de santé, je suis professionnelle du social, Vincent. Pardon, excuse-moi. Alors moi, c'est le challenge de comment on fait autrement. Moi, ça fait 12 ans là que je suis au CHU et voilà, j'ai fait le tour de ce qui va pas et ça suffit de dire ça va pas et de se plaindre et de dire quand on a comme ça cette opportunité de dire mais voilà, deux personnes, Stéphane, Sébastien, qui sont sensibles à la situation et qui disent on se remonte les manches et on y va parce qu'il y a quelque chose à changer. Oui, dans ce cas-là, on prend nos responsabilités et puis on y va parce que la vie, c'est ça. C'est pas que de se plaindre, surtout pas de se plaindre, c'est d'y aller, quoi. Donc moi, c'est challenge, on y va. Bon, merci beaucoup pour ce beau témoignage tous les deux. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.